Je m'appelle Nina Cabal. Je suis infirmière à l'hôpital psychiatrique du lac des Cygnes. Quand j'ai été engagée ici, je n'ai pas posé de questions. On m'a donné des explications à tout, et j'ai tout gobé. Pourquoi je devais vivre dans l'asile? Pour éviter au maximum les déplacements, l'ouverture des portes, et ainsi minimiser le risque d'évasion. Pourquoi les patients étaient appelés par des numéros? Car le meilleur soin était de les faire repartir à zéro en leur faisant oublier tout ce qui concernait leur vie, y compris leur nom. Oui, même ça, j'y ai cru. Je sortais tout juste de l'école, il me fallait un travail. Je m'entendais mal avec ma famille et je n'avais pas d'amis. Alors, vivre là-bas, ça ne me dérangeait pas. Et je n'avais pas envie de contredire le directeur, au risque de perdre ma place. Personne ne dirait non au fait d'être nourri et logé gratuitement en plus de recevoir une paye plus que raisonnable. Vous auriez refusé, vous? J'aurais dû. J'aurais vraiment dû me poser les bonnes questions. Je n'ai pensé qu'à moi, à mes propres intérêts. Pour commencer, on m'interdisait de discuter avec les patients, ou même de prendre mon temps. J'avais à peine fini avec un que je devais courir à la chambre suivante. Les premières années, le temps de m'habituer à ce rythme infernal, je n'avais le temps de rien, même pas de voir ce qui se passait vraiment ici. Et quand je m'en suis aperçue, c'était trop tard. Les gardes, certains médecins et le directeur lui-même battaient régulièrement les patients. Au début, je m'en suis rendu compte quand j'en aidais certains aux douches. Ils avaient des bleus, parfois des coupures. Les docteurs m'avaient assuré qu'ils se faisaient ça tout seuls. Puis, j'ai vu. Je les ai vus faire. La première fois, j'ai voulu les arrêter. Mais ils m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient me faire passer pour folle sans mal, et que si je disais quelque chose, je finirais dans une cellule moi aussi. Pas d'amis, pas de famille. Personne pour s'inquiéter, personne pour me réclamer. Donc effectivement, ils n'auraient eu aucun mal à faire ça. Encore une fois, j'ai été égoïste. J'avais peur. C'est quand je les ai vus faire du mal à 65 que j'ai décidé d'aller voir la psychiatre de l'établissement. 65, c'était un jeune garçon absolument adorable. Il était encore adolescent quand j'ai commencé. On m'avait raconté qu'il était né ici. Au début, j'y croyais pas. Mais, vous vous en doutez, maintenant je sais que c'est vrai. Quand on voit 65, on a tout de suite envie de le protéger. Il est d'une pureté et d'une innocence rare. Il est trop innocent pour ce monde. Et je ne dis pas ça parce qu'il est albinos. Sa personnalité est aussi immaculée que son apparence. Il ne sait pas vraiment parler, il connaît à peine quelques mots. Il ne sait pas lire ni écrire, parce que personne n'a jamais cherché à lui apprendre. Du haut de ses 28 ans, il agit toujours comme un enfant. C'est peut-être pour ça qu'il est leur cible préférée. Je vous ai parlé de violence. Elles étaient de toutes sortes. Physiques, mentales et, malheureusement, sexuelles également. Ce pauvre petit être d'une pureté rare était quotidiennement malmené, battu, abusé. Et quand je venais m'occuper de lui, il souriait quand même. Je ne sais pas comment il pouvait supporter tout ça. Son corps est couvert de blessures, des mots grossiers gravés dans sa peau, des brûlures de cigarettes partout. Et il souriait. À part lorsque j'étais témoin malgré moi de ce qu'il subissait, je ne l'avais jamais vu pleurer, ni même être en colère. Il a toujours ce petit sourire innocent, silencieux, quand il me voit entrer dans sa chambre pour lui donner ses médicaments. La psychiatre, Madame Leroy, m'a dit qu'il était comme ça aussi avec elle. Elle pense que c'est parce qu'il possède ce même sixième sens que les animaux. Il sait quand quelqu'un lui veut du mal. Et il sait que ce n'est pas notre cas. Madame Leroy m'a alors mis dans la confidence de ce qu'elle avait elle-même découvert. Et ça m'a horrifiée. Il faisait des expériences sur les patients. C'était la vraie raison pour laquelle il retirait leur nom. Ils n'étaient que du bétail. La plupart des soi-disant médecins étaient en fait des scientifiques. La plupart des patients en mouraient. C'était arrivé plusieurs fois. J'entrais dans une chambre pour administrer les soins et le patient n'était plus là. On me racontait alors soit qu'il était mort dans son sommeil, ou qu'il avait été transféré, ou encore qu'il était rentré chez lui parce que guéri. Mais rien n'était vrai. Aucun patient ne ressortait jamais d'ici, et aucun ne mourait paisiblement dans son sommeil. Madame Leroy prévoyait une révolte. Tous les infirmiers, toutes les infirmières étaient prêtes à la suivre, ainsi que le personnel de cuisine et de ménage. Nous avions tous été témoins. Nous voulions tous y mettre un terme.
Nous n'avions aucun moyen de communication extérieure. Les seuls téléphones et ordinateurs étaient dans le bureau du directeur. Il fallait donc qu'on se débrouille par nous-mêmes. Madame Leroy avait un plan. Nous avons attendu la nuit, après avoir glissé des somnifères puissants dans le repas des gardes. Ceux de jour s'en allèrent aussitôt se coucher et rien ne pouvait les réveiller. Ceux de nuit étaient somnolents et avaient bien du mal à rester éveillés. Cela nous a permis de les surprendre et de les neutraliser en les assommant. Ensuite, nous sommes allés ouvrir toutes les chambres, toutes les cellules d'isolement pour en sortir les patients. 65 s'accrocha à Madame Leroy comme si elle avait été sa mère. Nous allions partir loin d'ici et nous cacher. Il fallait les faire partir d'ici. Notre plan avait fonctionné. Nous pouvions les mettre à l'abri. Il y avait juste une chose que nous n'avions pas prévue. Le directeur ne mangeait pas la même chose que les gardes. Il préparait lui-même ses repas. Et nous n'avions pas pensé que du 3e étage, il pourrait tout entendre. Quand nous sommes arrivés dans le hall de l'asile, il nous attendait là. Et nous n'avons pas eu le temps de remarquer le pistolet à sa main. Il tira. Madame Leroy s'écroula, une balle logée dans la tête. Vous n'êtes qu'une bande de fouineurs. J'ai bien assez de balles pour me débarrasser de vous tous, ici et maintenant. Cet homme était un monstre, mais il ne mit pas sa menace à exécution, parce que son arme explosa soudain dans sa main. Ni nous ni lui n'avions compris ce qu'il venait de se passer exactement. Mauvais. 65 fixait le corps sans vie de sa protectrice. Ses yeux d'habituel si innocents reflétaient de la colère, de la haine, pour la première fois. Il se tourna et fit un pas vers le directeur. Ce dernier n'eut même pas le temps de se remettre de l'explosion qui avait sérieusement endommagé sa main. Il se trouva soulevé dans les airs par une force invisible qui appuyait sur sa gorge. Mauvais. Mauvais. C'était le seul mot que 65 pouvait attribuer à la situation. À cet homme. Mauvais! Si le cri de 65 nous avait surpris, parce qu'il n'avait jamais rien fait d'autre que murmurer les rares mots qu'il connaissait, nous n'y prêtions que peu d'attention. Car devant nos yeux effarés, la force invisible qui soulevait le directeur le tira à la fois vers le haut et vers le bas. Son corps se déchira en deux sous la pression, avec une facilité déconcertante. Puis les deux parties furent jetées à travers la pièce, nous éclaboussant d'une pluie de sang, d'intestins et d'autres organes. Nous sommes restés immobiles. Nous ne savions pas quoi faire. Quoi dire? Comment réagir? Est-ce que 65 venait de faire ça? Et depuis quand en était-il capable? Était-ce naturel ou dû aux expériences qu'il avait subies? Nous avons réussi à nous ressaisir et nous avons fui avant que les gardes ne se réveillent. Étrangement, rien n'a été reporté. Ni le massacre du directeur, ni la fuite des patients, ni même notre révolte. Rien dans les médias. Il nous a été facile de mettre nos protégés à l'abri. Chacun d'entre nous en a pris un pour l'aider. Et bien sûr, personne ne voulait garder 65. Je me suis finalement portée volontaire. Nous avons changé de pays. Nous sommes allés vivre en Écosse. J'ai essayé de reprendre son éducation normalement, même si, à son âge, c'est difficile. Mais il est assidu. Il veut vraiment apprendre. J'ai rencontré quelqu'un, mais il ne sait pas qui est réellement 65. Je lui ai fait croire que c'était mon frère déficient et qu'il s'appelait Ange. Mon mari l'adore. S'il savait. Parfois je le regarde et je tremble. Les images du corps coupé en deux du directeur me hantent encore. Je ne peux rien refuser à Ange, même si, au final, il demande peu. Il sourit toujours. Il fait comme si rien n'était arrivé, comme s'il n'avait jamais vécu dans un asile. Mais je l'ai vu. De temps en temps, quand il est seul, il fait bouger les objets autour de lui, sans les toucher. J'ai peur que, si je le contrarie, je finisse de la même manière que le directeur.